Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasson. Les principaux titres de ce 11 septembre 2021 pour commencer. L'octroi du marché de l'audit comptable et financier de la Cogerco entaché de malversation. Ce sont des employés qui le dénoncent et vous allez les suivre tout à l'heure. Une dizaine de cas de Covid-19 enregistrés chaque jour à l'hôpital de Rutana depuis le début du mois. Le personnel soignant s'inquiète, comme vous allez l'entendre au cours de cette édition. Dans la même édition, vous aurez droit au mini-magazine au cœur de la société, comme tous les samedis. Aujourd'hui, nous parlons d'un réfugié burundais qui a participé aux compétitions de taekwondo dans les Jeux paralympiques de Tokyo. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout à l'heure. Débutons par la page sécurité. 2 personnes sont mortes et un autre est blessé dans la nuit de vendredi à samedi à Muzinda, en commune Rugazi. Nous sommes dans la province de Bubanza. La cause du drame, une bagarre qui a opposé 3 bouchers qui partageaient un verre dans un bistrot. Le point avec Éloge Divin Remesha. Le présumé auteur de ce double assassinat par coup de couteau est un certain Nhedziriba. À Muzinda, il est beaucoup connu sous le diminutif de Nhedzi et exerce le métier de boucher. Selon nos sources, le crime a eu lieu dans la soirée de ce vendredi alors qu'il partageait un verre avec 2 de ses collègues. Les mêmes sources révèlent qu'une discussion musclée aurait tourné au drame et le surnommé Nhedzi aurait poignardé un de ses compagnons et un autre jeune homme qui était sur place mais qui n'était pas concerné par la discussion. Le nommé Douayo, qui se trouve être la cible principale, avait pressenti le danger et s'était éclipsé. Selon les témoins oculaires, ce dernier réclamait une somme importante d'argent qu'il avait prêté à son collègue Nhedzi, ce qui aurait été à l'origine de cette querelle, du moins selon des sources sur place. Après le forfait, les personnes qui étaient sur place ont voulu se faire justice et ont sérieusement tabassé Nhedziriba jusqu'à lui casser une de ses jambes. Il a même failli être tué, n'eût été l'intervention de la police qui est arrivée à temps pour le secourir. Nhedziriba est pour le moment en train de se faire soigner à l'hôpital d'Omanda. Un procès en flagrance serait attendu lundi prochain selon une source à Muzinda. De son côté, l'administration locale a fortement condamné cette attitude de justice populaire. Page droit de l'homme à présent. Les proches d'un responsable du parti CNL de la colline et commune Muhuta en province de Rumongue craignent pour sa sécurité. Arrêté depuis déjà une semaine par les agents du service national de renseignement dans cette commune, ce leader du Congrès national pour la liberté est détenu au cachot communal situé en zone Gitaza. Le point avec Onésime Dushimagize. Ce responsable du parti CNL sur la colline commune de Muhuta, arrêté le 4 de ce mois de septembre, s'appelle Pascal Balanyiko. Il est détenu au cachot communal situé en zone Gitaza. Ses proches craignent pour sa sécurité, d'autant plus qu'il ne figure nulle part dans le registre des détenus de ce cachot communal. L'officier de police judiciaire qui a son dossier s'appelle Sylvestre. Il est retourné au travail aujourd'hui car il était parti en congé. Le nôtre n'a pas encore été entendu. Ce qui nous inquiète de plus, l'unique fenêtre de ce cachot qui permettait aux prisonniers de respirer a été supprimée. Pire encore, Pascal Balanyikwa ne figure pas dans le registre des détenus de ce cachot. Cela nous inquiète beaucoup. Les proches de ce responsable du parti CNL demandent d'être informés sur le mobile de sa détention et s'il aurait commis une infraction, qu'il soit traduit devant la justice et qu'il soit jugé conformément à la loi. Pour rappel, Pascal Balanyikwa a été arrêté illégalement le 4 septembre par des agents du service de renseignement en commune Muhuta, à savoir le prénommé Onésime et le surnommé chinois. Toujours en page droits de l'homme, les Nations Unies demandent au gouvernement du Burundi de favoriser l'indépendance totale du pouvoir judiciaire à travers la loi et les actes. Selon son rapporteur spécial Fabian Salvioli, le pouvoir exécutif s'ingère actuellement dans les affaires de la justice. Emmanuel Nyungeko.
Les autorités en charge des réformes judiciaires devraient revoir la composition du Conseil supérieur de la magistrature pour le soustraire au contrôle de l'exécutif par le biais des nominations, des promotions et des procédures disciplinaires. Ces autorités devraient aussi doter le Conseil supérieur de la magistrature de compétences renforcées sur toutes les procédures qui régissent la carrière des magistrats, selon Fabiane Servioli. Le rapporteur spécial de l'ONU indique que le gouvernement n'a pas fourni d'informations suffisantes pour ses recommandations. Dans le même secteur, Fabiane Servioli demande aux autorités burundaises concernées de revoir les dispositions constitutionnelles et législatives pour incarner le principe de séparation des pouvoirs, renforçant ainsi l'indépendance de la justice et garantissant l'autorégulation judiciaire en droit et en pratique. Dans ce rapport qui sera analysé au cours de la 48e session du Conseil des droits de l'homme qui débute ce lundi, le rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition recommande aux autorités de redoubler d'efforts pour s'assurer que chacun a accès à la justice. À la société civile, Fabiane Servioli l'encourage à multiplier les initiatives visant à renforcer l'autonomisation juridique de la population, y compris à travers les projets d'assistance juridique pour les plus vulnérables. Tout de suite, nous allons parler santé. Je vous le disais dans les titres, plus de 10 cas de Covid-19 sont enregistrés chaque jour à l'hôpital de Rutana depuis le début de ce mois de septembre. Le personnel soignant de cet hôpital affirme que si rien n'est fait, il risque d'être débordé. Francine Mahoro nous en dit plus. Le premier cas de la pandémie coronavirus à l'hôpital de Rutana date du mois d'août. À cette époque, ils enregistraient entre 4 et 8 cas par jour. Certains agents de santé de l'hôpital de Rutana révèlent que depuis le mois de septembre, les personnes testées positives ont augmenté. Au début, en août, on trouvait 6, 7 et 8 personnes malades par jour. Mais depuis le mois de septembre, les effectifs ont augmenté. Chaque jour, les cas positifs sont 10, 12 et plus. Si rien n'est fait pour appliquer les mesures barrières, le coronavirus risque de causer plus de dégâts. Nos sources parmi le personnel soignant de cet hôpital dénoncent surtout la pratique de cacher les effectifs des personnes testées positives. Une pratique qui pourrait empirer la situation, surtout que les malades sont renvoyés chez eux. Je ne comprends pas pourquoi les employés cachent les effectifs des malades. Ils ne disent rien sur les cas enregistrés par jour. Par mois, nous enregistrons plus de 400 cas positifs. C'est très dangereux. Il faut qu'ils sensibilisent la population pour apprendre comment se protéger contre cette pandémie. Les habitants de la province de Rutana interpellent les administratifs et les chargés de la santé qu'ils s'activent dans cette sensibilisation de la population. Nous n'avons pas pu joindre Dr Johache Balakenguza, médecin provincial, ainsi que Olivier Nibitanga, gouverneur de la province de Rutana. Parlons gouvernance à présent. Suspension de l'administrateur de la commune Nhega en province Kirundo depuis le 8 septembre 2021. Dans l'ordonnance ministérielle relative à cette suspension, Gervais Dirakobucha a signifié que cet administrateur n'inspire plus confiance à ce sujet suite à son comportement scandaleux et indigne à une autorité. Le ministre de l'Intérieur a ainsi demandé au gouverneur de la province Kirundo d'instruire le président du conseil communal de Nhega de convoquer sans tarder une réunion extraordinaire pour statuer sur le cas de cet administrateur. Et pour clore cette page gouvernance et l'octroi du marché de l'audit comptable et financier de la Cogerco a été entaché de malversation et de violation de règlement de l'octroi des marchés. Ceci est dénoncé par les employés de cette compagnie de gérance du coton au Burundi. Ils demandent au gouvernement de suspendre ce marché pour sauvegarder les fonds de la société. Les détails avec Josiane Mouzaneza. Cet audit comptable et financier de la compagnie de gérance du coton au Burundi, Cogerco en sigle, avait été convenu par le gouvernement burundais et la société Afritextile. Le but, selon nos sources, était de voir comment booster la culture du coton en fusionnant les actions de ces deux sociétés. Mais malheureusement, au lieu de faire tout pour redynamiser ce secteur, les responsables de la Cogerco ont plutôt brillé dans la malversation. Ici, cet employé nous relate certaines irrégularités qui ont caractérisé l'octroi du marché d'audit au mois d'août dernier. Audit
Les audits exigés étaient l'audit comptable et financier, l'audit du patrimoine non foncier et l'audit du patrimoine foncier. Les trois sortes d'audits devraient être effectués par trois différents cabinets d'audit. Mais les magouilles qui s'en ont suivi, c'est qu'ils ont lancé l'appel d'offres de l'audit comptable et financier seulement, et les sociétés qui ont soumissionné n'ont pas su à la fin comment le marché a été octroyé. Pire encore, révèle toujours nos sources, le cabinet Bridge & Company Certified Public Accountant, BCPA International en sigle, auquel la Cogerco a octroyé ce marché d'audit, n'a ni les compétences ni les documents exigés dans une fusion de cette envergure. La commission chargée de l'analyse des offres et de l'audit comptable et financier était composée de 3 membres, dont Jeannette Niranibagira, directrice administrative et financière, Eric Moussirimo, chef comptable, et Janine Bigirimana, chef du service des approvisionnements. Donc, si vous lisez sur le procès verbal de cette commission, vous verrez que le cabinet auquel ils ont attribué l'audit n'avait pas un dossier complet car il lui manquait un document de l'INSS. Normalement, si le document manque dans le dossier, le candidat est automatiquement éliminé de la compétition. Ce qui a suscité le doute est que la Cogerco a elle-même écrit une lettre de demande de dérogation au ministre Deodi Delulema en vue d'accorder ce marché au cabinet BCPA International. Et comme si cela ne suffisait pas pour suivre nos sources, la Cogerco a promis au cabinet BCPA International une rémunération rocambolesque, un montant qui ne serait pas à la portée de la Cogerco car dépassant de loin son capital. Ils ont octroyé ce marché au BCPA avec 350 millions de francs burundais, une somme jugée énorme du fait que la Cogerco ne possède qu'un capital social de 300 millions de francs burundais. Cela prouve que c'est du vol, car tu ne peux pas attribuer un marché à une société qui demande un montant qui dépasse ton capital social. Une autre chose est que parmi les sociétés qui avaient soumissionné dans cet appel d'offres, il y en a qui demandaient 40 à 70 millions. Mais de toutes les sociétés ayant soumissionné, personne n'a été communiqué de la décision finale. En principe, l'audit comptable et financier ne peut pas dépasser 100 millions de francs burundais. C'est impossible. C'est pour cela qu'ils ont appelé cela audit comptable et financier approfondi, juste pour justifier pourquoi ils ont octroyé ce marché à quelqu'un qui demandait une somme énorme de 350 millions. Ainsi, les employés de la Cogerco demandent au gouvernement du Burundi de stopper cet audit qui ne fait qu'enfoncer leur entreprise. Dans nos éditions de demain, nous vous parlerons d'autres malversations observées au sein de la Cogerco. Parlons éducation à présent. Les candidats se trouvant sur la première liste des gens retenus dans le recrutement des enseignants de la commune Ruyigi demandent aux responsables de l'éducation d'appliquer la loi irrelative. C'est au moment où la note relative au recrutement des enseignants stipule que les premiers à bénéficier de ce travail doivent être des natifs de la place, ce qui n'a pourtant pas été le cas. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Certains natifs de la province Ruyigi dénoncent les irrégularités observées dans le choix des personnes retenues pour le poste d'enseignant. En effet, 2 listes ont été confectionnées dans un intervalle de 2 jours. Un geste que les natifs considèrent comme une magouille orchestrée par les responsables chargés du dit recrutement. L'un d'entre eux témoigne. 2 affichages sont sortis le 7 et 8 septembre. Ceux qui étaient sur la première liste n'y figuraient plus sur la deuxième. Ce qui est surprenant, c'est que la deuxième personne retenue sur la deuxième liste n'est non seulement pas native d'ici, mais ils ont truqué les notes et lui ont accordé 4 points pour passer, arguant qu'il y a une question qui n'avait pas été corrigée. Nous considérons que la première liste était la bonne, car elle s'était référée sur le règlement, mettant en avant les natifs. Donc ils ont fait des magouilles pour arriver à leur fin. Un autre effet qui frustre le plus ses habitants, c'est que ceux qui ont été retenus ne sont ni natifs ni résidents de cette commune.
Dans la direction d'éducation communale, ceux qui ont passé cet examen ont amené des attestations de résidence frauduleuses obtenues illégalement. Pour se justifier, les responsables ont dit que l'erreur a été commise au niveau de l'administration communale. L'autre fait que nous condamnons, ce sont les points ajoutés aux résultats dans les candidats. Les personnes qui ont eu ces postes, alors qu'elles ne le méritent pas, sont Anatole Daïdzi, natif de la commune de Sourou, et Joseph Ndorolokidje, originaire de la commune de Gueye. Les deux ne sont pas natifs de la commune de Yigi et ne résident même pas dans cette commune. Pour le moment, les natifs de Ruyigi, plus particulièrement les candidats au poste d'enseignants, demandent à la commission chargée de ce recrutement de prendre le temps d'étudier les dossiers des personnes retenues afin de lever une fois pour toutes ces équivoques, d'autant plus que le règlement est relatif et on ne peut plus clair. Dans quelques instants, nous parlons société. Le carburant devient peu à peu disponible dans certaines stations-service de la mairie de Bujumbura après 2 semaines de pénurie. Toutefois, le gasoil n'est pas toujours servi dans la plupart des stations-service. Plus de détails avec Eloge Kwizera. Quoiqu'ils ne sont pas satisfaits totalement, ceux qui utilisent le carburant en mairie de Bujumbura se réjouissent un peu de la disponibilité de l'essence. Dans la plupart des stations, le carburant de type essence est en train d'être distribué, même si ce n'est pas en quantité suffisante, puisque des files d'attente s'observent toujours chez les stations-service. L'un des conducteurs raconte. Maintenant c'est mieux. Le carburant est un peu disponible et ça évolue bien sur tous les sens. Même si ce n'est pas le cas pour le mazout. C'est un peu mieux pour l'essence, quoique les pics d'attente s'observent encore. Gogne préside toutefois chez les nécessités de gazoil. Les pompes à gazoil sont à sec sur la plupart des stations. Trouver du mazout reste problématique. Les pics d'attente pour ceux qui cherchent le mazout se remarquent partout. C'est très difficile de l'avoir sur les stations-service. En plus, pour le mazout, il est rare de le distribuer en cachette. Actuellement, sur la plupart de ces stations, on ne vend point de mazout. Jusqu'ici, le gouvernement n'a pas encore trouvé une solution durable contre la pénurie de carburant. Les répercussions néfastes sur la vie quotidienne de la population, elles, restent énormes. Mais au niveau des provinces du nord du pays, la pénurie du carburant continue à se manifester. Les habitants de ces provinces deviennent victimes de cette situation dans la mesure où les agents de transport se procurent le carburant frauduleusement à des prix élevés et leur demandent à leur tour des frais exorbitants. Elvis Nyomungere, élément. L'une des provinces du nord du pays affectées par cette pénurie de carburant est la province Kirundo. Aucune des 4 stations essence se trouve pas dans cette province n'en possède jusqu'à l'heure actuelle. Ces habitants de la dite province qui se sont confiés à RPA indiquent qu'ils subissent habituellement les conséquences de cette pénurie de carburant. À titre d'exemple, les bénéficiaires des services de transport qui sont déplacés vers la province d'Ongoz à 5 000 francs burundais, il faut savoir que pour le moment, ils paient chacun entre 7 et 10 000 francs burundais par voyage, afin de ne pas rater le voyage. Ceux qui quittent la province Kirundo pour se rendre de la ville de Bujumbura sont quant à eux obligés de solliciter des véhicules de type Probox à un prix compris entre 17 500 et 20 000 au moment où ils payaient normalement 11 000 francs les agences de voyage. Cette pénurie de carburant se fait également par les délais dans la province d'Ongozi. Ce vendredi, les stations-service qui venaient de passer 5 jours sans être approvisionnées en diesel, le financement était néanmoins. Les habitants de cette province indiquent que le diesel, de même que l'essence nous dit que le temps de la causer, étant donné que la demande dépasse de très loin l'offre. C'était agents de transport révélé qu'ils optent donc de s'approvisionner frauduleuusement en carburant. Si les 4 pompes à essence se trouvent dans la ville d'Ongozi, ils affirment qu'ils achètent le diesel à 4 000 francs le litre au moment où le prix fixé par le gouvernement est de 2 388 pour l'essence. Ils achètent le litre à 5 000 francs et même plus, alors que le prix fixé par le gouvernement est de 2 438 par litre. Pour le moment, la population de cette province demande aux autorités gouvernementales de trouver solution à ce problème, puisque cette pénurie entraîne également une hausse des prix des produits de première nécessité. Pour clore la page société, les feux de signalisation sur les routes de la ville de Bujumbura ne fonctionnent plus. Les habitants de la mairie de Bujumbura indiquent qu'ils font face déjà aux conséquences de cette situation. À part les embouteillages, des accidents de roulage se sont également multipliés.
Les détails avec Eric Nyonzima. Les habitants de la ville de Bujumbura, surtout les conducteurs de véhicules, indiquent que les faits de signalisation de certaines routes de la capitale économique ne sont plus fonctionnels depuis au moins 2 mois. Des conséquences s'observent, des gens dont des accidents de roulage. L'un des habitants de Bujumbura témoigne. Actuellement, la circulation sur les ronds-points de Bujumbura n'est pas facile. C'est du désordre qui engendre des embouteillages et nous enregistrons des retards à cause de ces embouteillages. Il y a même des accidents, les véhicules se cognent lorsque les conducteurs cherchent où se frayer un chemin. La grande tâche revient aux policiers. Sans peu de signalisation, ce sont eux qui régulent la circulation sur les ronds-points. Cette population s'interroge sur les raisons de ce manque d'entretien de ces faits de signalisation. Très peu fonctionnent actuellement. Par exemple, les feux de signalisation se trouvant tout près de la banque Bankobu, ceux près de la PCR, ceux se trouvant tout près de l'immeuble de la mutuelle, ainsi que d'autres se trouvant dans différents endroits, tous ne fonctionnent pas. Certains d'entre eux ont été cognés par les véhicules. On ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas réparés. Des informations en provenance de l'office des routes font savoir que cette situation est due au manque du budget pour payer les techniciens chargés de réparer les feux de signalisation en panne. Tout de suite, nous abordons la seconde partie du journal. C'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, nous parlons de la participation d'un réfugié burundais de Mahama dans les Jeux paralympiques de Tokyo. Au cœur de la société vous est présenté par Alexandre Niyungeko. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Lors des Jeux paralympiques organisés à Tokyo, au Japon, du 24 août au 5 septembre cette année, une équipe de 6 réfugiés a pris part dans cette compétition parmi les 82 millions de personnes déplacées dans le monde. Parfait Hakizimana, un jeune réfugié burundais vivant dans le cas de Mahama, à l'est du Rwanda, qui joue au taekwondo, était parmi les 6 athlètes réfugiés. Quel a été le résultat obtenu par Parfait Hakizimana aux Paralympiques de Tokyo? Quel est son parcours? Voilà certaines des questions qu'il va répondre sur ce mini-magazine au cœur de la société de ce 11 septembre 2021. Alexandre Nyungeko est à la présentation. Bienvenue. Pour les gens de Mahama, votre héros est là. Dans son premier combat, Parfait Hakizimana a affronté un athlète brésilien. Ce dernier était très fort car c'est lui qui a remporté la médaille d'or. C'était super, malgré que je n'ai pas pu achever tous les matchs suite à la fracture de mon bras dans un premier match en 8e de finale. J'ai affronté le Brésilien qui m'a vaincu car j'ai eu une fracture dès la première minute. Mais j'ai terminé les 6 minutes de jeu. Alors le match s'est terminé en faveur du Brésilien. Dans notre catégorie, c'est lui aussi qui a reçu la médaille d'or. La fracture au niveau de son bras gauche ne semble pas décourager Parfait Hakizimana. Déjà, il se prépare moralement aux prochaines compétitions. Prochainement, je retournerai sur terrain comme d'habitude. Je ne suis pas du tout découragé car j'ai un autre match lors des Jeux africains au mois de février au Niger. Nous nous préparons pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Il y a plusieurs compétitions. Nous avons le World Taekwondo prochainement, mais jamais je craindrai d'être blessé encore une fois. Participer aux Jeux olympiques n'est pas une chance de tout le monde. Pour moi, avoir participé dans cette compétition est une victoire, même si je n'ai pas décroché de médaille. Parfait Hakizimana est aujourd'hui handicapé, son bras gauche est invalide depuis l'âge de 8 ans. En 1996, c'est l'année où tout a basculé. Parfait parle de ce cauchemar et de sa rencontre avec le taekwondo. On vivait dans le site de Bugendana. Lors des attaques des rebelles, on m'a tiré dessus au niveau du coude et de mon épaule. Mon bras n'a connu aucun développement, d'où le handicap après 2 ans d'hospitalisation. Après ma guérison, je ne pensais pas que je pouvais jouer au taekwondo. J'étais en 6e année primaire. Au Burundi, on n'était pas familier avec ce combat. J'ai commencé progressivement
avec la passation de ceintures dans différentes compétitions nationales ou des compétitions interzones en mairie. Je m'affirmais et je battais même ce qui était considéré comme le plus fort. Le sport m'a beaucoup appris et m'a aidé surtout à cohabiter avec les autres, à accepter ma vie et surtout à tourner la page sur mon passé. Après la recrudescence des violences en 2015 au Burundi, Parfait a pris le chemin de l'exil. Il est allé au Rwanda. Fort de son expérience en taekwondo, il n'a pas tardé à être repéré par la fédération de taekwondo de son pays d'accueil. Le premier combat qu'on a livré au Rwanda, mon club de Mahama était classé deuxième, remportant ainsi une coupe et 11 médailles. La fédération rwandaise a été impressionnée et a promis de me soutenir. C'est par là que j'ai commencé à participer dans des compétitions des professionnels. J'ai participé dans le tournoi Open de jeunes africains au Rwanda et j'ai été éliminé en quart de finale par un certain Santana qui est très fort et expérimenté. Il a déjà remporté une médaille d'or dans les Jeux Olympiques. Je me suis dit que j'étais capable parce qu'il m'a battu sur une différence de 2 points seulement. C'est par là que les responsables de la fédération ont commencé à s'intéresser à moi. Parfait Akizimana s'est entretenu avec nos collègues de la radio RPA et de la télévision Renaissance. Les 6 athlètes ayant pris part à cette compétition au nom des réfugiés étaient originaires d'Afghanistan, de l'Iran, du Burundi et de la Syrie. Le Burundais Parfait Akizimana a été le seul athlète à se joindre aux Jeux paralympiques de Tokyo, directement en provenance d'un camp des réfugiés. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à notre mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Alexandre Liungeko. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 11 septembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Émile Nibasumba à la présentation. Au revoir.